Chapitre 9. Le taux de la plus-value. 1. Le degré d'exploitation de la force de travail. La plus-value que le capital avancé grand C a engendré dans le cours de la production se présente d'abord comme un excédent de la valeur du produit sur la valeur de ses éléments. Le capital grand C se décompose en deux parties. Une somme d'argent petit c, capital constant, qui est dépensée pour les moyens de production, et une autre somme d'argent petit v, capital variable, qui est dépensée en force de travail. À l'origine donc, grand C égale petit c plus petit v, ou pour prendre un exemple, le capital avancé de 500 livres sterling égale 410 livres sterling de capital constant plus 90 livres sterling de capital variable. L'opération productive terminée, on a pour résultat une marchandise dont la valeur égale petit c plus petit v plus p, p étant la plus-value, soit 410 livres sterling de capital constant plus 90 livres sterling de capital variable plus 90 livres sterling de plus-value. Le capital primitif grand C s'est transformé en C', de 500 en 590 livres sterling. La différence entre les deux égale petit p, une plus-value de 90. La valeur des éléments de production étant égale à la valeur du capital avancé, c'est une vraie tautologie de dire que l'excédent de la valeur du produit sur la valeur de ces éléments est égal au surcroît du capital avancé, ou à la plus-value produite. Cette tautologie exige cependant un examen plus approfondi. Ce qui est comparé avec la valeur du produit, c'est la valeur des éléments de production consommés dans sa formation. Mais nous avons vu que cette partie du capital constant employé, qui consiste en instrument de travail, ne transmet qu'une fraction de sa valeur au produit, tandis que l'autre fraction persiste sous son ancienne forme. Comme celle-ci ne joue aucun rôle dans la formation de la valeur, il faut en faire complètement abstraction. Son entrée en ligne de compte ne changerait rien. Supposons que petit c égale 410 livres sterling, soit 312 livres sterling pour matières premières, 44 pour matières auxiliaires et 54 pour usure de la machine, mais que la valeur de tout l'appareil mécanique employé réellement se monte à 1054 livres sterling. Nous ne comptons comme avance faite que la valeur des 54 livres sterling perdue par la machine dans son fonctionnement et transmise par cela même au produit. Si nous voulions compter les 1000 livres sterling, qui continuent à exister sous leur ancienne forme comme machine à vapeur, etc., il nous faudrait les compter doublement, du côté de la valeur avancée et du côté du produit obtenu. Note 1. Nous obtiendrons ainsi 1500 livres sterling et 1590 livres sterling, de sorte que la plus-value serait, après comme avant, de 90 livres sterling. Sous le nom de capital constant avancé pour la production de la valeur, et c'est cela dont il s'agit ici, nous ne comprenons donc jamais que la valeur des moyens consommés dans le cours de la production. Ceci admis, revenons à la formule grand C égale petit c plus petit v, qui est devenue grand C' égale petit c plus petit v plus petit p, de sorte que grand C s'est transformé en C'. On sait que la valeur du capital constant ne fait que réapparaître dans le produit. La valeur réellement nouvelle, engendrée dans le cours de la production même, est donc différente de la valeur du produit obtenu. Elle n'est pas, comme il semblerait au premier coup d'œil, petit c plus petit v plus p, ou 410 livres sterling de capital constant plus 90 de capital variable plus 90 de plus-value, mais petit v plus petit p, ou 90 de capital variable plus 90 de plus-value. Elle n'est pas 590, mais 180 livres sterling. Si le capital constant petit c égalait 0, en d'autres termes, s'il y avait des branches d'industrie où le capitaliste n'aurait à employer aucun moyen de production créé par le travail, ni matières premières, ni matières auxiliaires, ni instruments, mais seulement la force de travail et des matériaux fournis par la nature, aucune portion constante de valeur ne pourrait être transmise au produit. Cet élément de la valeur du produit, dans notre exemple 410 livres sterling, serait éliminé, mais la valeur produite de 180 livres sterling, laquelle contient 90 livres sterling de plus-value, serait tout aussi grande que si petit c représentait une valeur incommensurable. Nous aurions grand C égale 0 plus petit v égale v, et grand C', le capital accru de la plus-value, égale petit v plus petit p. C', C après comme avant, égale petit p. Si, au contraire, petit p égalait 0, en d'autres termes, si la force de travail, dont la valeur est avancée dans le capital variable, ne produisait que son équivalent, alors grand C égale petit c plus petit v, et grand C', la valeur du produit, égale petit c plus petit v plus 0. Par conséquent, grand C égale grand C'. Le capital avancé ne se serait point accru.
Nous savons déjà que la plus-value est une simple conséquence du changement de valeur qui affecte petit v, la partie du capital transformée en force de travail. Que par conséquent, petit v plus petit p égale petit v plus delta v, petit v plus un incrément de v. Mais le caractère réel de ce changement de valeur ne perce pas à première vue. Cela provient de ce que, par suite de l'accroissement de son élément variable, le total du capital avancé s'accroît aussi. Il était 500 et il devient 590. L'analyse pure exige donc qu'il soit fait abstraction de cette partie de la valeur du produit, où ne réapparaît que la valeur du capital constant et que l'on pose ce dernier égal 0. C'est l'application d'une loi mathématique employée toutes les fois qu'on opère avec des quantités variables et des quantités constantes, et que la quantité constante n'est liée à la variable que par addition ou soustraction. Une autre difficulté provient de la forme primitive du capital variable. Ainsi, dans l'exemple précédent, grand C' égale 410 livres sterling de capital constant, 90 livres sterling de capital variable et 90 livres sterling de plus-value. Or, 90 livres sterling sont une grandeur donnée, constante, qu'il semble absurde de traiter comme variable. Mais 90 livres sterling de capital variable ne sont qu'un symbole pour la marche que suit cette valeur. En premier lieu, deux valeurs constantes sont échangées l'une contre l'autre, un capital de 90 livres sterling contre une force de travail qui vaut aussi 90 livres sterling. Cependant, dans le cours de la production, les 90 livres sterling avancés viennent d'être remplacés, non par la valeur de la force de travail, mais par son mouvement, le travail mort par le travail vivant, une grandeur fixe par une grandeur fluide, une constante par une variable. Le résultat est la reproduction de petit v plus un incrément de petit v. Du point de vue de la production capitaliste, tout cet ensemble est un mouvement spontané, automatique de la valeur capitale transformée en force de travail. C'est à elle que le process complet et son résultat sont attribués. Si donc la formule 90 livres sterling de capital variable, là qu'elle exprime une valeur qui fait des petits, semble contradictoire, elle n'exprime qu'une contradiction immanente à la production capitaliste. Il peut paraître étrange au premier coup d'œil que l'on pose ainsi le capital constant égale 0, mais c'est là une opération que l'on fait tous les jours dans la vie ordinaire. Quelqu'un veut-il calculer le bénéfice obtenu par la Grande-Bretagne dans l'industrie cotonnière, il commence par éliminer le prix du coton payé aux États-Unis, à l'Inde, à l'Égypte, etc. C'est-à-dire il pose égale 0 la partie du capital qui ne fait que réapparaître dans la valeur du produit. Assurément, le rapport de la plus-value, non seulement avec la partie du capital d'où elle provient immédiatement et dont elle représente le changement de valeur, mais encore avec le total du capital avancé, a une grande importance économique. Aussi traiterons-nous cette question avec tous les détails dans le troisième livre. Pour qu'une partie du capital gagne en valeur par sa transformation en force de travail, il faut qu'une autre partie du capital soit déjà transformée en moyen de production. Pour que le capital variable fonctionne, il faut qu'un capital constant soit avancé dans des proportions correspondantes, d'après le caractère technique de l'entreprise. Mais parce que, dans toute manipulation chimique, on emploie des cornues et d'autres vases, il ne s'ensuit pourtant pas que dans l'analyse, on ne fasse abstraction de ces ustensiles. Dès que l'on examine la création de valeur et la modification de valeur purement en elles-mêmes, les moyens de production, ces représentants matériels du capital constant, ne fournissent que la matière dans laquelle la force fluide, créatrice de valeur, peut se figer. Coton ou fer, peu importe donc la nature et la valeur de cette matière. Elle doit tout simplement se trouver là en quantité suffisante pour pouvoir absorber le travail à dépenser dans le cours de la production. Cette quantité de matière, une fois donnée, que sa valeur monte ou baisse, ou même qu'elle n'ait aucune valeur comme la terre vierge et la mer, la création de valeur et son changement de grandeur n'en seront pas affectés. Note 2. Nous posons donc tout d'abord la partie constante du capital égale à 0. Le capital avancé petit c plus petit v se réduit conséquemment à petit v, et la valeur du produit, petit c plus petit v plus p, à la valeur produite petit v plus petit p. Si l'on admet que celle-ci égale 180 livres sterling, dans laquelle se manifeste le travail qui s'écoule pendant toute la durée de la production, il nous faut soustraire la valeur du capital variable, soit 90 livres sterling, pour obtenir la plus-value de 90 livres sterling. Ces 90 livres sterling expriment ici la grandeur absolue de la plus-value produite. Pour ce qui est de sa grandeur proportionnelle, c'est-à-dire du rapport suivant lequel le capital variable a gagné en valeur, elle est évidemment déterminée par le rapport de la plus-value au capital variable et s'exprime par petit p sur petit v. Dans l'exemple qui précède, elle est donc 90 sur 90 égale 100%. Cette grandeur proportionnelle est ce que nous appelons taux de la plus-value. Note 3.
Nous avons vu que l'ouvrier, pendant une partie du temps qu'exige une opération productive donnée, ne produit que la valeur de sa force de travail, c'est-à-dire la valeur des subsistances nécessaires à son entretien. Le milieu dans lequel il produit étant organisé pour la division spontanée du travail social, il produit sa subsistance non pas directement, mais sous la forme d'une marchandise particulière, sous la forme de filets par exemple, dont la valeur égale celle de ses moyens de subsistance ou de l'argent avec lequel il les achète. La partie de sa journée de travail qu'il y emploie est plus ou moins grande, suivant la valeur moyenne de sa subsistance journalière ou le temps de travail moyen exigé chaque jour pour la produire. Lors même qu'il ne travaillerait pas pour le capitaliste, mais seulement pour lui-même, il devrait, toutes circonstances restant égales, travailler en moyenne, après comme avant, la même partie à l'icote du jour pour gagner sa vie. Mais comme dans la partie du jour où il produit la valeur quotidienne de sa force de travail, soit 3 shillings, il ne produit que l'équivalent d'une valeur déjà payée par le capitaliste, il ne fait ainsi que compenser une valeur par une autre. Cette production de valeur n'est en fait qu'une simple reproduction. Je nomme donc temps de travail nécessaire la partie de la journée où cette reproduction s'accomplit, et travail nécessaire le travail dépensé pendant ce temps. Note 4. Nécessaire pour le travailleur parce qu'il est indépendant de la forme sociale de son travail, nécessaire pour le capital et le monde capitaliste, parce que ce monde a pour base l'existence du travailleur. La période d'activité qui dépasse les bornes du travail nécessaire coûte, il est vrai, du travail à l'ouvrier, une dépense de force, mais ne forme aucune valeur pour lui. Elle forme une plus-value qui a pour le capitaliste tous les charmes d'une création ex nihilo. Je nomme cette partie de la journée de travail temps extra, et le travail dépensé en elle surtravail. S'il est d'une importance décisive pour l'entendement de la valeur en général de ne voir en elle qu'une simple coagulation de temps de travail, que du travail réalisé, il est d'une égale importance pour l'entendement de la plus-value de la comprendre comme une simple coagulation de temps de travail extra, comme du surtravail réalisé. Les différentes formes économiques revêtues par la société, l'esclavage par exemple et le salariat, ne se distinguent que par le mode dont ce surtravail est imposé et extorqué au producteur immédiat, à l'ouvrier. Note 5. De ce fait, que la valeur du capital variable égale la valeur de la force de travail qu'il achète, que la valeur de cette force de travail détermine la partie nécessaire de la journée de travail, et que la plus-value de son côté est déterminée par la partie extra de cette même journée, il suit que la plus-value est au capital variable ce qu'est le surtravail au travail nécessaire, où le taux de la plus-value, petit p sur petit v, égale surtravail sur travail nécessaire. Les deux proportions présentent le même rapport sous une forme différente, une fois sous forme de travail réalisé, une autre fois sous forme de travail en mouvement. Le taux de la plus-value est donc l'expression exacte du degré d'exploitation de la force de travail par le capital ou du travailleur par le capitaliste. Note 6. D'après notre supposition, la valeur du produit égale 410 livres sterling de capital constant plus 90 livres sterling de capital variable, plus 90 de plus-value, le capital avancé égale 500 livres sterling. De ce que la plus-value égale 90 livres sterling et le capital avancé égale 500 livres sterling, on pourrait conclure d'après le mode ordinaire de calcul que le taux de la plus-value, que l'on confond avec le taux de profit, égale 18%. Chiffre dont l'infériorité relative remplirait d'émotion le surcarré et les autres harmonistes du même calibre. Mais en réalité, le taux de la plus-value égale non pas petit p sur grand C, ou petit p sur petit c plus petit v, mais petit p sur petit v, c'est-à-dire il n'est non pas 90 sur 500, mais 90 sur 90 soit 100%, plus de 5 fois le degré d'exploitation apparent. Bien que dans le cas donné, nous ne connaissions ni la grandeur absolue de la journée de travail, ni la période des opérations, jours, semaines, etc., ni enfin le nombre des travailleurs que le capital variable de 90 livres sterling met en mouvement simultanément, néanmoins le taux de la plus-value petit p sur petit v, par sa convertibilité dans l'autre formule sur travail nécessaire, nous montre exactement le rapport des deux parties constituantes de la journée de travail l'une avec l'autre. Ce rapport est 100%. L'ouvrier a donc travaillé une moitié du jour pour lui-même et l'autre moitié pour le capitaliste. Telle est donc en résumé la méthode employée pour le calcul du taux de la plus-value. Nous prenons la valeur entière du produit et nous posons égale à 0 la valeur du capital constant qui ne fait qu'y reparaître. La somme de valeurs qui reste est la seule valeur réellement engendrée pendant la production de la marchandise. Si la plus-value est donnée, il nous faut la soustraire de cette somme pour trouver le capital variable. C'est l'inverse qui a lieu si ce dernier est donné et que l'on cherche la plus-value. Tous les deux sont-ils donnés, il ne reste plus que l'opération finale,
le calcul de petit p sur petit v du rapport de la plus-value au capital variable. Si simple que soit cette méthode, il convient d'y exercer le lecteur par quelques exemples qui lui en faciliteront l'application. Entrons d'abord dans une filature. Les données suivantes appartiennent à l'année 1871 et m'ont été fournies par le fabricant lui-même. La fabrique met en mouvement 10 000 broches, file avec du coton américain des filets numéro 32 et produit chaque semaine une livre de filets par broche. Le déchet du coton se monte à 6%. Ce sont donc par semaine 10 600 livres de coton que le travail transforme en 10 000 livres de filets et 600 livres de déchets. En avril 1871, ce coton coûtait 7 pence 3/4 par livre et conséquemment, pour 10 600 livres, la somme ronde de 342 livres sterling. Les 10 000 broches, y compris la machine à filer et la machine à vapeur, coûtent 1 livre sterling la pièce, c'est-à-dire 10 000 livres sterling. Leur usure se monte à 10%, égale 1000 livres sterling, ou chaque semaine 20 livres sterling. La location des bâtiments est de 300 livres sterling, ou de 6 livres sterling par semaine. Le charbon, 4 livres par heure et par force de cheval, sur une force de 100 chevaux donnée par l'indicateur, note 7 et 60 heures par semaine, y compris le chauffage du local, atteint par semaine le chiffre de 11 tonnes, et à 8 shillings 6 pence par tonne, coûte chaque semaine 4 livres sterling 10 shillings. La consommation par semaine est également pour le gaz d'1 livre sterling, pour l'huile de 4 livres sterling 10 shillings, pour toutes les matières auxiliaires de 10 livres sterling. La portion de valeur constante, par conséquent, égale 378 livres sterling. Puisqu'il ne joue aucun rôle dans la formation de la valeur hebdomadaire, nous la posons égale à 0. Le salaire des ouvriers se monte à 52 livres sterling par semaine. Le prix des filets, à 12 pence 1/4 la livre, est, pour 10 000 livres, de 510 livres sterling. La valeur produite chaque semaine est par conséquent égale à 510 livres sterling moins 378 livres sterling, ou 132 livres sterling. Si maintenant nous en déduisons le capital variable, le salaire des ouvriers, soit 52 livres sterling, il reste une plus-value de 80 livres sterling. Le taux de la plus-value est donc de 80 sur 52 égale 153 exposant 11 sur 13%. Pour une journée de travail moyenne, de 10 heures par conséquent, le travail nécessaire égale 3 heures exposant 31 sur 33 et le surtravail égale 6 heures exposant 2 sur 33. Voici un autre calcul, très défectueux il est vrai parce qu'il y manque plusieurs données, mais suffisant pour notre but. Nous empruntons les faits à un livre de Jacob, à propos des lois sur les céréales, 1815. Le prix du froment est de 80 shillings par quart, 8 boisseaux, et le rendement moyen de l'arpent est de 22 boisseaux, de sorte que l'arpent rapporte 11 livres sterling. Production de valeur par arpent. Semences, froment, 1 livre sterling 9 shillings. Engrais, 2 livres sterling 10 shillings. Salaire, 3 livres sterling 10 shillings. Somme, 7 livres sterling 9 shillings. Dîme taxe, 1 livre sterling 1 shilling. Rente foncière, 1 livre sterling 8 shillings. Profit du fermier et intérêt, 1 livre sterling 2 shillings. Somme, 3 livres sterling 11 shillings. La plus-value, toujours en admettant que le prix du produit est égal à sa valeur, se trouve ici répartie entre diverses rubriques, profit, intérêt, dîme, etc. Ces rubriques nous étant indifférentes, nous les additionnons toutes ensemble et obtenons ainsi une plus-value de 3 livres sterling 11 shillings. Quant aux 3 livres sterling de 19 shillings pour semences et engrais, nous les posons égales à 0, comme partie constante du capital. Reste le capital variable avancé de 3 livres sterling 10 shillings, à la place duquel une valeur nouvelle de 3 livres sterling 10 shillings plus 3 livres sterling 11 shillings a été produite. Le taux de la plus-value petit p sur petit v égale 3 livres sterling 11 shillings sur 3 livres sterling 10 shillings égale plus de 100%. Le laboureur emploie donc plus de la moitié de sa journée de travail à la production d'une plus-value que diverses personnes se partagent entre elles sous divers prétextes. Note 8.